Regard, œil avisé, prunelles aiguisées, la midinale est aux aguets. Par Pierre Jacquemin, tous les jours à 12h30. Bonjour Sergio Coronado. Bonjour, merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes écologiste, membre d'Europe Écologie Les Verts. Vous figurez aussi sur les listes de la France Insoumise pour les européennes. Un mot d'abord sur Jean-Luc Mélenchon et la France Insoumise. Est-ce que vous diriez que les droits de la défense ont été bafoués dans le cadre des perquisitions qui ont eu lieu la semaine dernière ? Je crois qu'on a légitimement le droit de s'interroger en fait sur la proportion de ces, la disproportion plutôt de ces perquisitions domiciliaires et au siège des partis politiques. Je rappelle tout simplement que l'activité des partis politiques est protégée par la Constitution, c'est l'article 4, et que par ailleurs, dans le cadre de ces perquisitions, ce qu'il faut savoir quand même, c'est que ce n'est pas un juge d'instruction qui les mène, c'est le parquet. Et donc on a une situation en France, un parquet assujetti, qui est dépendant, qui est sous la hiérarchie du ministère de la Justice, et donc qui est une forme de bras armé en fait, du pouvoir exécutif. Et donc on a tout à fait légitimement le droit de s'interroger sur l'opportunité. Et d'ailleurs, le calendrier est assez parlant. C'est le jour même du remaniement. C'est un remaniement qui n'a pas été salué par la presse. On n'a pas entendu jours beaucoup après, parler. donc voilà. Mais justement, la presse hier encore était unanime pointant du doigt l'attitude de Jean-Luc Mélenchon. Libération parlait du système Mélenchon. Est-ce qu'à l'inverse, justement, vous diriez qu'il y a un système organisé contre Jean-Luc Mélenchon et la France Insoumise ? C'est pas ce que je viens de dire. Ce que je viens de dire, c'est qu'on a une situation en fait depuis 30 ans où on a une diminution, par exemple, de la place des juges du siège dans les procédures pénales au bénéfice du parquet. Dans les affaires de terrorisme, on a une place de plus en plus prépondérante de la police administrative. Et donc, le champ des libertés individuelles, des libertés publiques se réduit considérablement. Et dans l'affaire des perquisitions administratives, moi, ce qui m'interroge, je n'étais pas en France, donc je n'ai pas assisté en direct absolument à ces jours très intenses et très médiatiques. Mais moi, ce qui m'interroge, c'est comment aujourd'hui, un parti politique, qui est le parti d'opposition, le principal parti d'opposition aujourd'hui, se trouve en fait quasiment dans les mains toutes les informations publiques, individuelles, personnelles, privées de ces responsables politiques sont aujourd'hui aux mains du ministère de la Justice et de l'Intérieur. Je crois que dans une démocratie qui se respecte, c'est une question qui doit nous interroger et qui devrait en fait interroger également la presse. Sur cette question-là, vous avez eu le soutien d'à peu près tout l'échiquier politique sur justement les conditions de cette perquisition. Tout le monde a donné assez étonné des Malheureusement, non. Beaucoup pas se sont à droite des comme à individus, gauche d'ailleurs. Des individus, pas les organisations politiques. J'ai trouvé par exemple que la presse n'avait pas été aussi incisive qu'on aurait pu le souhaiter. ELV, je suis bien placé pour le savoir, n'a pas communiqué publiquement sur ces questions-là. Donc c'est une question qui pour moi est prioritaire en fait. C'est le fonctionnement d'une démocratie, c'est la protection due aux partis politiques qui alimentent, qui font vivre cette démocratie, et notamment les partis d'opposition. Moi ça m'interroge et je ne suis pas de ceux qui, sur ces questions-là, est un comportement opportuniste. Quand j'étais parlementaire, je me suis beaucoup mobilisé pour la défense des libertés et pas simplement celle de mon camp. Un dernier mot quand même, comment vous jugez son rapport aux médias, le rapport de Jean-Luc Mélenchon, ses critiques, ses appels à pourrir les journalistes ? Il y a des stratégies de conflictualité avec les médias qui parfois se justifient et je crois que ça ne se justifie pas toujours d'ailleurs et pas dans tous les cas. En tout cas, ce qui peut poser problème, c'est qu'on englobe sans distinguer. Moi, ça ne me choque pas qu'on désigne par exemple des journalistes qui sont en fait des véhicules de la pensée unique, qui sont des relais d'opinion du pouvoir en place. Ça ne me choque pas outre mesure. Qu'on englobe indistinctement des journalistes qui parfois sont précaires, qui parfois votent pour nous, qui parfois s'interrogent et qui ont un regard critique, c'est un peu problématique. Mais je crois que ce bruit et cette fureur qu'on monte en épingle et qui, au fond, nourrissent les plateaux aujourd'hui de télévision en commentaire, est assez périphérique à mon sens dans le contexte sur ce qui me semble être pour moi prioritaire comme interrogation politique et comme crainte du fonctionnement de la démocratie aujourd'hui dans ce pays. On va passer au sujet de fond, puisque c'est de ça dont il est question aussi au sein de la France Insoumise, c'est ce que vous essayez de porter, de présenter. J'aimerais vous entendre sur le climat général. Vous étiez dimanche dernier au rassemblement contre les LGBT-phobies. Il y avait du monde. Comment vous expliquez ce climat en ce moment, ce regain de violence décomplexée ? Alors j'ai pas l'impression
que cette violence-là est totalement disparue. C'est vrai qu'elle est plus visible aujourd'hui, grâce aux réseaux sociaux, grâce à la prise de parole de celles et de ceux qui sont l'objet de ces violences-là. Mais les trans assassinés, les gays qui n'obtiennent pas l'asile et qui se voient renvoyés dans des pays où ils courent des risques pour leur vie, c'est aussi des agressions, c'est aussi de l'homophobie, c'est de l'homophobie institutionnelle qui ne dit pas son nom, mais ça l'est aussi. Et donc moi je me félicite à la fois de cette prise de parole, elle est salutaire, elle est nécessaire, elle oblige en fait à la mobilisation et notamment à la prise de conscience de la société et à l'action de la part des pouvoirs publics. Et en même temps, je n'ai pas non plus l'impression qu'elle ait cessé véritablement en fait. Et ce que je constate, c'est qu'à chaque fois qu'un débat un peu difficile, un peu compliqué, et là en l'occurrence c'est l'ouverture de la PMA, l'homophobie a droit de citer sur l'ensemble des plateaux sous prétexte du débat. On entend des choses incroyablement violentes et ce que nous sommes, nos familles, nos modes de vie sont pointés du doigt, sont stigmatisés, sont traînés dans la boue. C'est aussi de l'homophobie. Qu'est-ce qu'il faut faire, ou plutôt, qu'est-ce que ne fait pas ce gouvernement et qui devrait être fait pour lutter contre ces violences faites aux femmes, ces violences racistes, ces violences homophobes, lesbophobes? Il y avait d'ailleurs une partie du gouvernement au rassemblement dimanche dernier. Oui, d'ailleurs, le texte d'appel qui était extrêmement flou et assez peu politique permettait absolument à tout le monde, même aux homophobes patentés, de s'y rendre. Bon, la question, c'est une question long cours en fait. C'est à la fois des moyens, mais pas uniquement, des moyens de formation chez les personnels de police pour l'accueil. Par exemple, vous savez qu'une femme battue, une agression homophobe, quand les gens décident d'aller porter plainte, c'est un peu la roulette russe en termes d'accueil, d'accompagnement. Donc c'est des choses qui ne peuvent pas se faire du jour au lendemain, de préparer du personnel à l'accueil, à l'accompagnement. C'est des moyens également d'information sur les droits dont nous disposons. Quand on s'est insulté, on a le droit de porter plainte. Ce n'est pas un propos de fin de banquet que de se faire traiter de sale pédé ou de sale pute dans une rue. On a le droit de se protéger et puis également de ne pas alimenter en fait ce que j'appellerais moi une homophobie, une LGBT-phobie institutionnelle de bon ton sur les plateaux de télévision. On se dit finalement est-ce que l'ouverture de la PMA, c'est pas le droit à l'enfant, c'est pas ces ayatollahs de l'égalité, ces gens qui veulent se passer, voilà. C'est aussi ces questions-là. Elles sont pas faciles à affronter. Elles sont au cœur, très ancrées parfois dans l'inconscient de nos sociétés. Mais il faut de la mobilisation, il faut de l'action. Je vous propose de traverser l'Atlantique. Ce n'est pas un sujet si éloigné que ça, parce que le climat y est terrible. C'est le Brésil. De quoi Jair Bolsonaro est-il le nom, Sergio Coronado? Du fascisme New Look, d'un fascisme qui fait son retour politique en Amérique latine, qui va provoquer des dégâts considérables. Le Brésil, c'est un pays continent, c'est le plus grand pays de l'Amérique du Sud. C'est une sorte de restauration d'une pensée très ancienne de la sécurité nationale, qui a été au cœur des dictatures militaires, de conflictualité violente, de répression violente à l'égard des adversaires politiques. Ces déclarations font froid dans le dos à l'égard des opposants, de la gauche brésilienne, du Parti des travailleurs, mais également à l'égard des minorités, des LGBT, des minorités visibles. Et donc il y a une inquiétude très grande. Moi je suis vraiment surpris, étonné qu'on n'ait pas vu dans la séquence qui commence avec la destitution de Dilma Rousseff les germes de ce que pouvait vivre le Brésil. Moi je me souviens du silence assourdissant des chancelleries européennes et de la France notamment au moment où Dilma Rousseff est démise dans ce qu'on peut appeler un coup d'État institutionnel ou un coup de force en tout cas politique à l'époque. Et en Europe, comment on résiste justement à cette tentation populiste, cette possibilité du fascisme dont parle le sociologue Hugo Paletta? Je pense que d'abord on y résiste en l'affrontant, en n'y reprenant pas à notre compte leurs mots d'ordre, leurs revendications, en les affrontant et en déconstruisant la logique et la pensée, en refusant la mise en place des boucs émissaires et puis en facilitant également, non pas les convergences, mais un dialogue large de ce que pourrait être une alliance progressiste
contre la montée de ces fascismes-là en Europe. Moi, c'est une des raisons pour lesquelles j'ai accepté d'être sur la liste de la France Insoumise, c'est que ce sera une campagne véritablement européenne, pas repliée sur avec le territoire national. Avec justement à l'échelle européenne. Des alliances à l'échelle européenne, des alliances progressistes, avec Podemos en Espagne, avec le bloc de gauche au Portugal. Je crois que c'est la condition sine qua non pour affronter au même niveau, à la fois géographique, mais de dynamique, ces forces d'extrême droite qui se coalisent, s'organisent, se réunissent et se rassemblent à l'échelle européenne. Vous parlez des alliances à l'échelle européenne, et en France, on reste sur une stratégie de la France insoumise, on nous rejoint, mais il n'y aura pas d'accord avec personne d'autre. Les européennes, ça a toujours été très compliqué historiquement pour construire des coalitions ou des accords. Moi, j'ai toujours eu le souvenir, en tout cas depuis que je milite, que c'est une élection où les gens, comme c'est une élection à la proportionnelle, et en plus là, avec le retour au scrutin en circonscription nationale, où les gens se comptent. Par ailleurs, la stratégie et l'orientation de la France insoumise, je n'ai pas l'impression qu'elle soit partagée en tant que telle par d'autres forces politiques qui sont souvent très critiques, qui disent que, au fond, affronter radicalement la commission, désobéir aux traités, c'est compliqué. On a plutôt, et moi je suis bien placé pour le savoir, pour appartenir encore aujourd'hui à une organisation plutôt eurobéate, qu'il suffit de dire Europe, Europe pour que tout aille mieux, qu'il suffit de dire Europe sociale pour qu'on mette fin au dumping et à la libre concurrence, à la concurrence libre et non faussée. Voilà, donc moi je ne crois pas ça, je pense qu'on vit un moment historique, qu'il faut construire des oppositions en France et qu'il faut construire des oppositions en Europe parce que la politique qui est conduite, dont Emmanuel Macron est un véhicule et un des acteurs, est à peu près la même. Vous avez signé le manifeste pour l'accueil des migrants. Une soirée de solidarité aura lieu ce jeudi au 104 à Paris. Est-ce que vous appelez les Insoumis à rejoindre la mobilisation ? À partir du moment où on signe, on estime que tout le monde devrait signer. Moi, je signe à peu près tous les textes depuis longtemps sur l'accueil des migrants, des réfugiés, même quand les textes ne me conviennent pas à 100%. Parce que je pense c'est ça l'enjeu, là, tout de suite maintenant, de la situation des migrants, c'est la question de l'accueil ? Non, c'est plus compliqué que ça. D'après moi, ce que je voulais dire en termes stratégiques ou tactiques, c'est que le rapport de force depuis 30 ans n'est pas en notre faveur. Que sur la question de l'accueil, sur la question de l'immigration, sur la question de l'asile, on a beaucoup reculé. Pas simplement parce qu'on a cédé à l'extrême droite dans les thématiques qui ont été portées et développées dans le débat public, mais aussi parce que la gauche a une responsabilité très grande dans finalement la réduction des droits, la gestion des flux, la défense qui n'a pas eu lieu en fait de l'asile, de l'accueil en général. Enfin, les 5 ans sous Hollande n'ont rien à envier au passé en termes de législation asile-immigration. Donc non, je crois que un des enjeux, c'est le rapport de force. Et le rapport de force ne nous est pas favorable. Après, sur ces questions-là, le débat est très vaste. Moi, je m'inscris dans une tradition qui est minoritaire à gauche, qui était minoritaire chez les écologistes. Et je comprends qu'elle le soit, mais... qu'elle le soit au sein de la France Insoumise, vous voulez dire. Et elle l'est partout. Je veux dire, parmi les signataires de l'appel, je ne crois pas, à part peut-être Olivier Besancenot, de partisans, en fait, de la liberté et de circulation et d'installation. C'est des choses qui méritent d'être débattues avec intelligence, avec bienveillance. Ce que je vis, moi, ou ce que j'ai vécu comme élu des Français de l'étranger, en Amérique latine, m'a permis en fait d'avoir un regard plus distancié, plus apaisé. En Amérique latine, comme en Europe d'ailleurs, l'intégration continentale a été en grande partie un fiasco. Un des seuls acquis, dans le cadre du Mercosur, c'est la liberté de circulation et une liberté d'installation. Les 2 millions de Vénézuéliens qui sont aujourd'hui en Colombie, ils ont des papiers, ils peuvent travailler, ils ne sont pas parqués dans des camps. Et donc c'est un acquis, et je pense qu'un mouvement progressiste, alors ce n'est pas du jour au lendemain, doit se donner comme objectif que les gens, que les citoyens de cette planète aient le choix. Et le choix soit de vivre et de travailler au pays, comme on dit, soit de le faire ailleurs. Voilà. Allez, j'ai une dernière question, Sergio Coronado. Peut-être vous allez nous rassurer. Finalement, est-ce que l'on peut contester, voire dénoncer l'attitude de Jean-Luc Mélenchon avec la presse ? Est-ce qu'on peut ne pas être d'accord avec lui sur la question migratoire et ne pas être considéré comme un ennemi de la France insoumise ? Pour parler très franchement, moi j'ai un rapport très ancien avec Jean-Luc Mélenchon. Je le connais depuis que je suis adolescent. Alors peut-être que j'ai aussi
une sorte d'imperméabilité aux pressions et au contexte très environnant, pour dire les choses très franchement. Moi, je n'ai pas beaucoup douté quand il a fallu prendre position contre la reconduction de l'état d'urgence, dans un contexte bien plus compliqué. Non, je n'ai pas l'impression qu'à la France Insoumise, on soit violenté quand on a un désaccord. Alors, ça dépend aussi, je pense. Moi, je ne fais pas partie ni des proches, ni des militants historiques. Vous voyez bien, ce n'est pas que Jean-Luc Mélenchon, c'est aussi dans les débats, sur les réseaux sociaux. On voit bien que dès qu'un désaccord se fait jour, tout de suite, les attaques, est-ce qu'on peut ne pas être... Alors ça, le fonctionnement des réseaux sociaux, et notamment dans ce qu'on pourrait appeler les mouvements ou les plateformes algorithmiques, il y a une forme de violence brute qui, moi, me déplaît très largement. Et je ne dirais pas que ça se passe uniquement avec les followers ou les militants. D'ailleurs, je ne sais même pas s'ils sont militants de la France Insoumise ou les gens qui s'en réclament. Je le constate pour les gens d'En Marche, je le constate pour les gens de Génération, je le constate malheureusement même pour les écolos qui d'habitude étaient plus libertaires, plus zen sur les désaccords. J'ai l'impression effectivement là quand vous sortez un peu des rails, d'être ciblé et inondé de messages hostiles. Moi, ce n'est pas la façon que j'ai de débattre, mais effectivement, je pense qu'on peut avoir des nuances, des divergences, parfois des désaccords, qui, lorsque ça s'exprime de façon solidaire et bienveillante, ne posent aucun problème aujourd'hui. En tout cas, c'est mon cas, à l'intérieur de la France Insoumise. Et je crois que c'est nécessaire dans un mouvement qui aspire à devenir majoritaire, de permettre que la diversité, que la pluralité ait droit de cité. Merci beaucoup Sergio Coronado. Merci.